Question 1. Parmi ces inventeurs, qui ne s'est pas inspiré des oiseaux? A. Léonard de Vinci, B. Jean-Marie Lebris, C. Les frères Montgolfier ou D. Clément Ader. Regardons de plus près l'une des œuvres de Léonard de Vinci qui s'inspirait des oiseaux. Jean-Marie Lebris également s'est inspiré des oiseaux pour imaginer des aéronefs. Les frères Montgolfier, quant à eux, ont travaillé sur la montgolfière, donc nacelle plus ballon dans lequel il y a de l'air chaud. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une inspiration des oiseaux. Et Clément Ader, dont on connaît la voilure à forme d'aile de chauve-souris, a également travaillé aussi sur une sorte d'aile avec des plumes. Donc parmi ces inventeurs, ce sont les frères Montgolfier qui ne se sont pas inspirés des oiseaux. Question 2. Les personnes qui ont effectué en 1783 la première ascension en ballon à air chaud sont A. les frères Montgolfier, B. Dédale et son fils Icare, C. Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes, ou encore Otto Lilienthal et Octave Chanute. Alors revenons sur ces différents personnages. Donc les frères Montgolfier, on en a parlé dans la première question, ce sont des inventeurs. Ils ont inventé la montgolfière, donc un ballon à air chaud qui monte grâce à cet air chaud, la différence entre l'air chaud, la densité entre l'air chaud et l'air froid. La première ascension avec des humains à l'intérieur de la nacelle, elle s'effectue en 1783. Attention, ici il y a un piège. Ce piège, c'est lequel? On nous demande les personnes qui ont effectué l'ascension, pas les personnes qui ont imaginé le ballon. En l'occurrence, qui était dans la nacelle? Eh bien, il s'agit de Pilâtre de Rosiers et du marquis d'Arlandes. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Avant de passer à la question suivante, on va quand même s'attarder sur Dédale et son fils Icare. Alors Dédale et Icare, c'est dans la mythologie grecque. Donc Dédale, il fabrique, il imagine des ailes pour son fils qui sont fabriquées en plumes et en cire. Icare, malheureusement, il décède parce qu'il vole trop près du soleil à un moment crucial parce qu'il essaie de s'échapper d'un labyrinthe. Donc voilà pour les deux personnages. Et concernant Otto Lilienthal et Octave Chanute, en fait, ce sont des pilotes qui réalisent des vols en plein air vers 1890. Voilà. Nous pouvons donc passer à la question suivante. Question 3. Le premier vol du Flyer des frères Wright s'est déroulé A. au-dessus de la Manche en 1909, B. aux États-Unis en 1903, C. au-dessus de la Somme en 1914 ou D. en Angleterre en 1908. Les frères Wright ont effectué leur premier vol aux États-Unis en 1903. Je fais un petit parallèle avec ce qui s'est passé hier 19 avril 2021, un incroyable événement. Les frères Wright, en 1903, réalisent le premier vol du Flyer. Et donc hier, il y a eu le premier vol d'un aéronef sur la planète Mars. Donc des éléments qu'il faut bien garder en mémoire pour les différentes questions qui pourraient être posées au BIA cette année ou l'année d'après. Ce sont vraiment des événements historiques dans le monde de l'aviation, de l'aéronautique, de l'astronautique. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse B. Question 4. L'aviation s'est considérablement développée au cours de la Première Guerre mondiale. Ses toutes premières missions étaient A. l'observation de l'ennemi, B. le ravitaillement, C. le transport du courrier ou D. le bombardement à haute altitude. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées alliées utilisaient
différents moyens d'observation. C'était très important et il y avait notamment des moyens d'observation aériens afin de repérer les positions de l'ennemi. On pouvait utiliser des cerfs-volants avec appareil photo, des ballons dirigeables qu'on appelait d'ailleurs les saucisses. Donc voilà, c'est vraiment à cette époque, on est plus dans la notion d'observation de l'ennemi. Donc il s'agit de la réponse A. Si vous souhaitez davantage d'informations sur cette période et sur l'aviation à cette période, vous pouvez tout à fait aller sur le site Lumni. Le site Lumni qui est un site très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver différentes vidéos sur justement le thème de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Question 5. L'avion ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale est le A, le Spad 13, B, le Nieuport 11, C, le Dewotyne D520 ou alors D, le Fokker D7. Alors regardons de plus près quels sont ces aéronefs. Ça va nous permettre peut-être de visuellement de choisir parmi ces 4 aéronefs quel est celui qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors commençons par le Spad. Le Spad, c'est un biplan. Vous voyez bien, hein, on a un biplan ici, on a 2 plans et c'est un biplan monoplace. C'est un biplan qui est français et qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Le Nieuport 11, c'est pareil, hein, c'est un biplan français chasseur qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale et on peut dire même que il a vraiment marqué l'aviation pendant cette Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on l'appelait Bébé. Voilà, c'était son surnom. En ce qui concerne le Dewotyne D520, désolé pour l'accent, c'est un avion, on voit bien, hein, qui est très évolué techniquement par rapport aux 2 autres qu'on vient de visualiser. C'est un avion de chasse français qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, on a notre réponse, mais regardons quand même à quoi ressemble le Fokker. Donc le Fokker, c'est un biplan, on voit bien. Un biplan allemand, là aussi on le voit bien. Et c'est un avion de chasse qui était utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, la réponse à cette question est la réponse C. Mais au moins, vous aurez vu à quoi ressemblent les différents aéronefs. Question 6. Parmi ces pilotes, celui ayant trouvé la mort au cours de la Première Guerre mondiale est A. Manfred von Richthofen, dit le Baron Rouge, B. Antoine de Saint-Exupéry, C. Charles Nungesser, D. Adolphe Galland. Alors regardons de plus près qui sont ces aviateurs. Donc le premier, von Richthofen, dit le Baron Rouge, en fait c'était un aviateur allemand. C'est vraiment une légende de l'aviation de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le Baron Rouge, c'est lié justement au fait que c'était vraiment un as de la Première Guerre mondiale. Et son aéronef, c'était un Fokker triplan. Donc le voici, voici du moins une représentation de son aéronef. Alors, il est décédé pendant une mission de combat en avril 1918. Donc, a priori, on a déjà notre réponse. Il s'agirait du Baron Rouge. Mais continuons quand même d'expliquer un petit peu qui sont ces aviateurs et ce qu'ils ont fait. Donc, on passe ensuite à Antoine de Saint-Exupéry, qui est beaucoup plus connu que le Baron Rouge en France, bien évidemment, puisqu'il était écrivain, auteur, pilote. C'était vraiment un personnage fort. Il a disparu malheureusement en Méditerranée, en mer Méditerranée, en 1944, à la fin de l'été 1944. Son avion, c'était un Lockheed P-38 Lightning. Donc, ça corrobore bien ce qu'on disait tout à l'heure. A priori, il s'agit de la réponse A. Alors, qui est Charles Nungesser? C'est un aviateur français. C'est un as, vraiment un as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale.
Et en fait, il va malheureusement disparaître lors d'une tentative de traverser Paris-New York avec son aéronef l'Oiseau Blanc. Ça, c'est en 1927. Il était accompagné de colis. Donc voilà, donc ça corrobore encore une nouvelle fois le fait que ce soit la réponse A. Et le dernier personnage, le dernier aviateur, c'est Adolphe Galland. C'était un aviateur allemand, as de l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale, et celui-ci est décédé en 1996. Donc la réponse à cette question est bien la réponse A. Celui qui est décédé pendant la Première Guerre mondiale, eh bien c'est von Richthofen, dit le Baron Rouge. Question 7. Lindbergh a traversé l'Atlantique Nord comment et quand? Alors A d'est en ouest 1925 à bord du point d'interrogation, B d'ouest en est en 1927 à bord du Spirit of Saint-Louis, C d'est en ouest en 1927 à bord d'un Riant, D d'ouest en est en 1933 à bord du Spirit of New York. Bon, c'est peut-être compliqué au niveau des dates, au niveau de l'est, de l'ouest, mais sachez que l'avion de Lindbergh s'appelait Spirit of Saint-Louis. D'ouest en est, puisqu'il est parti des États-Unis vers l'est, donc c'était en 1927. C'est une réussite pour lui. Donc voilà, Lindbergh, ça doit vous parler, 1927, Spirit of Saint-Louis. Il s'agit donc de la réponse B. Question 8. Un avion de transport surnommé Dakota a fait son apparition dans l'entre-deux-guerres. Il s'agit A du Lockheed Constellation, B du Boeing 707, C du DC-3 ou D du Tupolev 144. Alors, bon, avant de répondre à la question, peut-être que vous savez déjà, on va regarder à quoi ressemblent ces aéronefs. Alors, le Lockheed Constellation, le voici, à quoi il ressemble. Ensuite, le Boeing 707. Donc voilà une image d'un Boeing 707. On a donc ensuite le DC-3 dit Dakota. Et dernièrement, le Tupolev 144, en fait, qui est l'avion qui ressemble fortement à ce que nous, on avait à l'époque, le Concorde. Voilà, c'est un avion supersonique. Donc, la réponse à cette question, c'est le DC-3. Le Dakota, c'est un DC-3. Question 9. Plusieurs femmes se sont rendues célèbres pour des exploits aériens durant l'entre-deux-guerres. Parmi elles, on peut citer A. Adrienne Bolland et Amelia Earhart, B. Claudie Andrédé et Maryse Bastier, C. Valentina Tereshkova et Hélène Boucher, ou D. Hélène Boucher et Jacqueline Auriol. Alors, c'est pas une question qui est facile, parce qu'il faut connaître toutes ces belles personnes, toutes ces femmes, et il faut savoir à quelle période elles ont réalisé leur exploit. Donc on va essayer très succinctement de les présenter et de dire ce qu'elles ont réalisé comme exploit. Alors la première qui est citée, c'est Adrienne Bolland, qui est née en 1895 et qui décède en 1975. Alors c'est une pionnière, une aventurière, un petit bout de femme qui va réaliser un exploit célèbre, traverser la cordillère des Andes. C'est la première femme à le faire, le 1er avril 1921. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, on a fêté le 100e anniversaire de cet exploit. Voilà, c'était avec son caudron G3. Ensuite, une autre aviatrice, une aviatrice américaine qui est Amelia Earhart, elle est connue aussi sous le nom de Lady Lindy. Elle est née en 1897 et disparaît malheureusement lors d'un vol en 1937. Elle est célèbre car elle a traversé, c'est la première femme à traverser l'océan Atlantique en 1928. Et elle recommencera cet exploit, mais seule, en 1932. Donc là, on la voit avec une élève, certainement une élève pilote qui découvre l'aéronautique avec une superbe maquette. Ensuite, nous avons Claudie Andrédé. Alors plus connue sous le nom de Claudie Hénurest, une française scientifique et spationaute.
Elle est née en 1957 et elle a réalisé plusieurs missions spatiales, notamment au sein de la station Mir, qui n'existe plus aujourd'hui, et au sein de la Station spatiale internationale. Voilà. Nous avons ensuite Maryse Bastié, qui était une aviatrice française, née en 1898 et malheureusement décède en 1952. Elle a en fait effectué le premier record de distance et de durée de vol. C'était vraiment une aviatrice également formidable. Nous avons ensuite Valentina Tereshkova, c'est une russe, soviétique à l'époque, lorsqu'elle a réalisé son exploit. En fait, c'est la première femme à faire un vol dans l'espace. Elle est née en 1937, elle n'est pas décédée, et c'est vraiment un exploit à cette époque parce que sachez que la place de la femme n'était pas celui d'aujourd'hui. Et donc les Russes ont misé, eux, sur les exploits féminins, et justement, elle a pu être la première femme à voler dans l'espace. Ensuite, nous avons Hélène Boucher. Donc Hélène Boucher, une Française, aviatrice française, qui est née en 1908 et qui est décédée en 1934. En fait, elle va réaliser des exploits de vitesse, vraiment phénoménal. Donc dans la dernière proposition, on a encore Hélène Boucher et une dernière aviatrice qui est Jacqueline Auriol. Donc Jacqueline Auriol, c'est une aviatrice française également, qui est née en 1917 et qui est décédée à Paris en 2000. C'est une pilote d'essai, première européenne à franchir le mur du son à bord d'un Mystère 2. Voilà, donc c'est vraiment des femmes qui ont réalisé des exploits vraiment formidables. Alors maintenant, il faut quand même s'inquiéter de notre question. Qu'est-ce qu'on va répondre? Donc il nous faut des femmes qui ont réalisé des exploits entre les deux guerres. 1914, 1918, 1939, 1945. Voilà, donc alors, on va essayer de rayer celles qui ne peuvent pas être possibles. Par exemple, Claudie Andrédé et Maryse Bastié, c'est pas possible, puisqu'on a Claudie Ignoré qui est bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Pareil pour Valentina Tereshkova, donc on peut enlever celle-ci, et également Jacqueline Auriol. Donc voilà, on peut donc barrer celle-ci, et puis ça corrobore Adrienne Bolland, Amelia Earhart, des femmes célèbres, des aviatrices célèbres qui ont réalisé des exploits entre les deux guerres. Donc il s'agit de la réponse A. Question 10. Le ME-262. Alors qu'est-ce que c'est comme aéronef? A. Le premier chasseur à réaction à avoir été engagé en combat aérien. B. C'est un bombardier américain. C. L'avion qui a largué la première bombe atomique. Ou D. Un prototype d'avion à décollage vertical. Alors le ME-262, en fait, c'est un Messerschmitt 262. C'est un aéronef, un avion de chasse, allemand. C'est le premier d'ailleurs à être opérationnel et à avoir un moteur à réaction de l'histoire. Et donc lui, il va faire ses prouesses pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse A. C'est le premier chasseur à réaction à avoir été engagé dans un combat aérien. Question 11. Les avions qui se sont affrontés pendant la Seconde Guerre mondiale sont A. le Spad-13 et le Fokker, B. le Spitfire et le ME-109, C. le Hurricane et le Rafale, D. le MiG-21 et le F-14. Alors là, c'est pas une question non plus qui est évidente parce qu'il faut connaître les aéronefs et puis il faut connaître un peu leur période. Donc on va refaire un petit rappel de ces différents aéronefs. Donc si on reprend un SPAD, donc on a dit le SPAD et le Fokker, ce sont des aéronefs qui ont évolué pendant la Première Guerre mondiale. Donc déjà, il ne s'agira pas de cette réponse-là. En plus de cela, on a affaire ensuite au Spitfire. C'est un avion de chasse monoplace qui est utilisé par la Royal Air Force et par les Alliés, et ce pendant la Seconde Guerre mondiale. On a chez l'ennemi, on a le ME-109, le Messerschmitt 109, c'est également un chasseur monoplace, lui allemand, et qui est utilisé, tout comme le Spitfire, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ensuite, on a comme proposition le Hurricane. Donc c'est le premier chasseur monoplan de la RAF, de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a comme autre proposition dans la réponse C, le Rafale. Alors Rafale, c'est pas du tout de la Seconde Guerre mondiale, c'est un avion qui a été développé pour la Marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace par Dassault. Il a été mis en service en 2002. Donc là, on n'est pas du tout dans la Seconde Guerre mondiale, donc cette réponse ne sera pas possible. Regardons quand même les deux derniers aéronefs, le MiG-21. Alors le MiG-21, c'est le Mikoyan Gourevitch. Attention à l'accent, mais bon, je fais de mon mieux. C'est un avion de combat soviétique qui a été mis en service en 1960. Donc on est au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Et le F-14, le Grumman F-14 Tomcat, c'est un avion de chasse embarqué. Il a été mis en service en 1974 par les États-Unis. Voilà. Donc la réponse à cette question, c'est le Spitfire et le Messerschmitt 109. Question 12. Normandie-Niemen est une escadrille A de la RAF ayant participé au débarquement de Normandie, B de volontaires polonais se battant sur le front de l'Est, C d'Américains engagés le jour J, D de Français libres ayant combattu avec les forces soviétiques. Alors quelques images de Normandie-Niemen. Alors Normandie-Niemen, c'est en 1942 que ce groupe de chasse et des forces françaises libres voit le jour. Voilà, donc on le nomme Normandie-Niemen. Le général de Gaulle souhaitait que les militaires français soient déployés sur tous les fronts de guerre. C'est pourquoi ce dernier décide d'envoyer un régiment de chasse sur le front russe. Donc il s'agit bien ici de Français libres ayant combattu avec les forces soviétiques. Vous avez une exposition qui est extraordinaire sur Normandie-Niemen au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment très sympathique à voir. Question 13. Le premier exploit du lanceur Soyouz a été A. D'envoyer dans l'espace le premier homme, Yuri Gagarin, B. De rencontrer le vaisseau américain Apollo, C. De contribuer à la mise en place de l'ISS, International Space Station, ou D. De mettre sur orbite le satellite Sputnik. Alors, commençons par Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, c'est le premier homme à avoir été dans l'espace. Il a été envoyé par l'URSS en 1961, le 12 avril précisément. Et ce n'est pas le lanceur Soyouz. Le lanceur Soyouz a été fabriqué un peu plus tard. Donc, ce n'est pas le lanceur Soyouz qui a permis cet exploit-là. Ensuite, qu'est-ce que la rencontre entre le vaisseau Apollo et le lanceur Soyouz? Eh bien ça, c'est un exploit qui a été réalisé en 1975. Et en effet, c'est une réponse qui est difficile à connaître, mais il s'agit du premier exploit du lanceur Soyouz. C'est cette rencontre entre les équipes américaines et les équipes soviétiques. Donc la réponse à cette question est la réponse B, mais on va quand même continuer le travail, puisqu'on va regarder un petit peu ce que c'est la International Space Station, la Station spatiale internationale. Donc ce gros vaisseau spatial, si vous voulez, il a commencé à être mis en place à partir de 1998. C'est pas Soyouz c'est pas le premier exploit des lanceurs Soyouz. D'ailleurs, vous savez peut-être que dans 2 jours, Thomas Pesquet, astronaute européen, français si vous souhaitez, va retourner pour sa deuxième mission dans ce grand vaisseau spatial pour y réaliser de nombreuses expériences. Donc c'est sa deuxième mission, mission alpha. Si vous souhaitez regarder, vous pourrez regarder soit en direct, soit en replay cet événement, cet exploit aussi incroyable qu'il soit. Et le satellite Sputnik, vous voyez cette petite sphère avec les différentes tiges, c'est un satellite, c'est le premier satellite qui a été mis en orbite par les soviétiques. Il est lancé de Baïkonour, c'est la zone de lancement en URSS. Il est envoyé en 1957, le 4 octobre plus précisément. Voilà.
Donc le premier exploit vraiment du lanceur Soyouz, j'ai pas précisé, mais Sputnik n'a pas été envoyé avec Soyouz. Soyouz, c'est beaucoup plus tard. Donc vraiment, le premier exploit du Soyouz, du lanceur Soyouz, c'est la rencontre entre le vaisseau américain Apollo et justement ce lanceur. Question 14. Parmi ces avions à réacteur, celui ayant initié le transport de masse en nombre de passagers, c'est lequel des quatre? Le Boeing 747, le Concorde, l'Airbus Beluga ou l'Airbus A380? Alors, le Boeing 747, c'est un avion de ligne à réaction, c'est un avion de ligne américain. Il a été mis en service en 1970. C'est d'ailleurs la première liaison Paris-New York qui est effectuée le 3 juin 1970 et qui permet d'initier justement ce transport de masse en termes de nombre de passagers. Ça démocratise entre guillemets le transport aérien. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse A. On va quand même regarder à quoi ressemblent les trois autres aéronefs. Alors le Concorde, le voici, c'est un avion supersonique. C'est une coopération franco-britannique. Sa mise en service est réalisée en 1976. Par contre, il ne vole plus aujourd'hui. C'est un avion dont les places étaient très chères. Donc par rapport à cette question, initier le transport de masse du nombre de passagers, donc là, ça ne va pas du tout correspondre. On a ensuite le Beluga, magnifique avion. C'est un Airbus A300 qui est mis en service en 1995. Alors pourquoi Beluga? Parce qu'en fait, il a la forme, si on imagine bien, une belle imagination, la forme d'un beluga. Et le dernier, l'A380, c'est un avion de ligne très gros porteur qui a été produit par Airbus. Le premier vol 2005 et malheureusement cet avion est voué à disparaître puisqu'il n'y a plus d'A380 qui sont fabriqués actuellement. C'est bien dommage parce que c'est un magnifique avion. Question 15. Parmi ces avions, celui qui est à décollage vertical est A. le F-117, B. le Harrier, C. le Rafale, D. le Tornado. Alors regardons un petit peu à quoi il ressemble et puis ensuite on répondra à la question. Donc le F-117, le voici. C'est un Lockheed Martin F-117 Nighthawk. En fait, c'est un avion d'attaque au sol. Il a été conçu dans les années 70 par les États-Unis. Il n'est pas à décollage vertical, celui-ci. Ensuite, on a le Harrier. Alors en fait, son vrai nom, c'est le Hawker Siddeley Harrier. C'est un avion d'attaque au sol. Il est britannique. Il est apparu dans les années 60, oui, c'est ça. Et c'est on l'appelle un NADAV opérationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment un avion à décollage vertical. Donc la réponse à cette question, c'est la réponse B. On va quand même poursuivre, regarder un petit peu. Donc le Rafale, on en a parlé tout à l'heure. Le Rafale, c'est un avion qui a été créé par Dassault pour l'armée de l'air et de l'espace et la marine nationale. Il n'est pas à décollage vertical. Et le Tornado, le voici, c'est un avion de combat qui a été développé par l'Italie, l'Allemagne, on voit bien là ici, et le Royaume-Uni dans les années 70. Il n'est pas à décollage vertical non plus. Donc c'est bien la réponse B. Question 16. Le Tigre est un hélicoptère A américain complémentaire de l'Apache, B soviétique symbole de la guerre froide, C européen de transport de troupes, D franco-allemand capable d'effectuer un looping. Voici à quoi ressemble un Tigre et c'est un hélicoptère franco-allemand capable d'effectuer un looping. Réponse D. Question 17. Parmi les propositions ci-dessous, celles qui sont dans le bon ordre chronologique. Et soit la A, la B, la C ou la D. Bon, je ne détaille pas, on va juste détailler chaque événement avec sa date. Et puis après, on verra laquelle des propositions est la bonne. Donc, par exemple, si je prends le premier événement, c'est Sputnik, mise en orbite du premier satellite par l'URSS en 1957. Ensuite,
On a le premier homme dans l'espace, on en a parlé tout à l'heure, en 1961, Youri Gagarin, par l'URSS. Ensuite, on a le premier pas sur notre satellite naturel, la Lune, par Neil Armstrong en 1969. Et le dernier événement, c'est la construction, l'élaboration de la Station spatiale internationale à partir de 1998. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 18. Le système GPS est devenu une technologie grand public après avoir été le système A de guidage des missiles de croisière américains, B de navigation des fusées Apollo, C de pilotage des fusées allemandes V2 ou D radar des intercepteurs furtifs F-117 qu'on a pu voir dans une question précédente. Alors en fait ici le système GPS c'est un système qui a été utilisé dans le guidage des missiles de croisière américains. Donc réponse A. Question 19. La fusée Ariane A mis sur orbite le satellite français Astérix, B a amené Armstrong sur la Lune, C est un lanceur européen basé à Kourou, D est lié au programme Apollo. Donc Ariane, c'est un lanceur européen qui est basé en Guyane française sur la base de Kourou. La réponse à cette question est la réponse C. Si vous voulez plus d'informations sur Ariane, donc là celle que vous voyez en photo c'est Ariane 5, il y a Ariane 6 qui devrait bientôt arriver, mais vous pouvez vous renseigner éventuellement sur le site du CNES, Centre national d'études spatiales, ou sur le site de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Question 20. En novembre 2016, le 10e spationaute français a rejoint la Station spatiale internationale pour une mission de 6 mois. Il est d'ailleurs en 2018 le parrain des 50 ans du BIA. Il s'agit A de Patrick Baudry, B de Jean-Luc Chrétien, C de Thomas Pesquet, D de Claudie, et non pas Claudine, Aigneret. On parlait tout à l'heure dans une question précédente, Claudie André Deyé. Voilà. Eh bien, il s'agit bien évidemment de Thomas Pesquet. Deuxième mission, sa première mission s'appelait la mission Proxima, la deuxième mission de Thomas Pesquet s'appelle la mission Alpha. Il ne partira pas dans les mêmes conditions puisqu'il était parti de Baïkonour pour sa première mission avec le Soyouz, et là il va partir de Cap Canaveral avec justement la Crew Dragon de SpaceX. Donc dans cette mission, eh bien, il va travailler un certain nombre d'expérimentations en microgravité dans la Station spatiale internationale. Si vous voulez plus d'informations, comme je le citais tout à l'heure, vous pouvez aller sur le site du Centre national d'études spatiales ou de l'Agence spatiale européenne pour avoir davantage d'informations. Et je sais que dans 2 jours, c'est son départ vers justement la station spatiale, donc ne manquez pas cet événement. Et puis si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, eh bien n'hésitez pas à regarder de nouveau cet événement sans pareil, puisque sachez qu'il peut y avoir des questions sur le thème de l'espace, et notamment sur Thomas Pesquet, au cours d'une épreuve du brevet d'initiation à l'aéronautique.